Bonjour à tous et bienvenue. La guerre sévit toujours, malheureusement, à l'est de la République démocratique du Congo. Une guerre à plusieurs facettes, militaire premièrement, mais également économique, diplomatique, médiatique et sportive. La semaine dernière, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a ainsi écrit officiellement à 3 des plus grands clubs de football du monde, le Paris Saint-Germain, Arsenal ou le Bayern Munich, pour leur demander de stopper leur partenariat juteux avec le Rwanda, ce fameux Visit Rwanda qu'on peut voir sur les maillots. Un partenariat qui serait entaché de sang suite à l'agression rwandaise. Des propos évidemment infirmés par Kigali, qui reste sur sa position et compte toujours sur le soutien inconditionnel du monde sportif. Les clubs, les ligues ou les fédérations internationales, pour le moment, gardent un soutien inconditionnel à Paul Kagame qui personnifie la diplomatie sportive rwandaise. Et pour beaucoup d'acteurs du milieu sportif, le Rwanda a déjà gagné cette guerre-là, de manière incontestable. Une guerre qui a évidemment beaucoup d'impact au niveau médiatique. Passons tous les influenceurs ou les armées numériques et concentrons-nous sur le milieu sportif et justement la plateforme médiatique et de lobbying qu'il est capable d'offrir. C'est en ça qu'il est une arme de guerre. Rappelez-vous avec l'Azerbaïdjan, qui avait investi copieusement dans le football. Land of Fire pour Bakou, qui arborait les maillots de l'Atlético Madrid ou de Sheffield Wednesday. Et on se rappelle évidemment de M. Mamadov, propriétaire azéri du Racing Club de Lens. On peut évidemment surtout parler de l'UEFA, qui était sponsorisée pendant de nombreuses années par la société d'hydrocarbures azéri. Pareil pour la Formule 1 avec ce Grand Prix et d'autres jeux, notamment je crois les Jeux islamiques et d'autres compétitions régionales organisées à Bakou. Une capitale en carte postale pour accueillir des événements sportifs et culturels avec des gens du monde entier pour dire à quel point le régime est bon. Le régime est bon surtout quand il signe des gros chèques. Alors, bien évidemment derrière, il y a le but touristique de faire découvrir son pays au plus grand nombre grâce à la vision médiatique incroyable que donne l'univers sportif. Et rappelez-vous, lorsqu'il s'est passé cette guerre au Karabagh, on a vu les organisations sportives internationales être bien muettes vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Pour beaucoup, on retrouve ce même schéma pour le Rwanda. On va tout de suite évoquer évidemment l'une des déclarations les plus chocs de la semaine dernière faite par le président de la Fédération internationale d'automobile. La FIA étant l'une peut-être des pires fédérations sportives internationales où son manque de contrôle et d'indépendance est absolument criant. Pourquoi je parle de manque d'indépendance? C'est qu'en théorie, il y a des commissions indépendantes, mais on les a rognées de plus en plus pour qu'elles soient complètement sous l'emprise de quelques personnes à la FIA. Et malgré les scandales qui ont émaillé principalement le milieu de la Formule 1 depuis quelques temps, la FIA se serre les coudes. Et en parlant de se serrer les coudes, qu'a fait le président de la Fédération internationale d'automobile? Suite à diverses déclarations, on rappelle que le Rwanda est candidat pour accueillir un Grand Prix en Afrique et qu'il y a eu énormément de public relations à ce sujet-là. On a vu des pilotes, on a vu plein de gens dire que ce serait magnifique pour le continent. Parce qu'il faut toujours rappeler que le Rwanda, lorsqu'il organise de tels événements, va se placer dans une logique presque panafricaine parce que ça plaît en termes médiatiques et en termes de public pour dire regardez ce qu'on va apporter à l'Afrique, l'Afrique peut le faire. Et à ce sujet-là, le patron de la FL a été très clair. Il a dit aux gens en gros d'arrêter de vouloir critiquer un ou telle personne et qu'on essaye toujours de trouver la petite bête alors qu'il n'y a absolument rien à redire. Bien évidemment, la Formule 1 qui est devenue une formule presque de prestige pour tous les Émirats du monde ne dira pas l'inverse. Pareil pour l'Union cycliste internationale qui a accordé les championnats du monde sur piste 2025 à Kigali. Évidemment, des questions ont été soulevées suite à tout ce qui s'est passé dans l'est de la RDC et une présence de forces rwandaises prouvée par l'ONU. Présence évidemment contestée par Kigali puisque le président Paul Kagame a récemment admis dans une interview ne pas savoir si des troupes rwandaises sont actuellement en République démocratique du Congo. Comme il avait toujours nié le soutien de son pays au mouvement du M23. Mais ça, on l'a expliqué dans une vidéo dédiée aux raisons et causes de cette guerre. Et rendez-vous compte, l'UCI a dit que pour le moment il n'y a absolument aucun souci, que le Rwanda est un pays safe et surtout qu'il s'aligne avec les valeurs de l'UCI, donc pas de souci. Mais ça va plus loin parce que dans certains articles, on va retrouver la position du gouvernement rwandais. Et là, c'est assez ironique puisque autant on a le président de la République qui a avoué ne pas savoir si les troupes rwandaises étaient en République démocratique du Congo, autant on peut trouver d'autres déclarations officielles rwandaises disant que si des troupes rwandaises sont en République démocratique du Congo, c'est justement pour éviter que la guerre ne se propage au Rwanda. C'est-à-dire que maintenant, dans le nouveau narratif, grâce à l'univers sportif, on apprend que le Rwanda presque se défend d'une potentielle invasion et d'une potentielle régionalisation de cette guerre. Bien évidemment, les disciplines les plus importantes dans la diplomatie sportive rwandaise sont sans conteste le football et le basket. On l'a vu avec le partenariat des clubs qui va bien plus loin que de simples deals lucratifs. Pour plus de 10 millions de pounds, le Rwanda s'est donc affiché comme le sponsor d'Arsenal en 2018 et on le sait, Paul Kagame, le président, n'hésite pas à arborer
son amour pour les Gunners, commentant parfois quelques résultats. Ensuite, il y a eu le partenariat avec le Paris Saint-Germain, qui est en fait un partenariat beaucoup plus global entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda. On rappelle que le nouvel aéroport actuellement en construction au Rwanda est notamment financé par le Qatar, qui était en négociation pour récupérer un pourcentage très important de la compagnie aérienne Rwandair, tandis que le Qatar a ouvert son premier hub aéronautique à Kigali en Afrique. Et donc ces liens sont très forts, je crois même qu'il y a eu un prix anti-corruption remis par Paul Kagame, je crois à l'émir du Qatar. Il y a eu beaucoup d'échanges diplomatiques aussi lors de la Coupe du Monde. Indépendamment de ça, il y a eu le Bayern Munich qui s'est ajouté à l'escarcelle, et pour Kigali, c'est l'idée de dire de faire davantage connaître le pays et de montrer les bienfaits que cela peut faire, notamment pour le secteur touristique. On parle de plus d'1 million de touristes qui auraient visité le Rwanda grâce à ces partenariats-là. Ces chiffres sont cependant contestés par la maigre opposition rwandaise. On rappelle qu'il n'y a pas énormément d'opposants politiques au Rwanda et que certains, hélas, ont eu un destin tragique, voire funeste. Dans tous les cas, le football reste très important également au niveau institutionnel. Et c'est là où le Rwanda était très très fort. Outre le comité international olympique où une Rwandaise est membre officielle, ce qui est très rare, il y a très peu de membres africains officiels du comité international olympique, notamment d'Afrique subsaharienne. Mais c'est beaucoup plus fort vis-à-vis de la FIFA et de la CAF, puisqu'aujourd'hui, Gianni Infantino, l'un de ces chefs d'État qu'il a le plus visité ces dernières années, c'est Paul Kagame. On va même aller plus loin. Le président français Emmanuel Macron, et ça je l'ai expliqué dans un livre qui est sorti il y a quelques mois, L'industrie du foot 2. Macron, l'Afrique, la FIFA. Comment la France, désireuse d'avoir de meilleures relations avec le Rwanda, s'est servi notamment de quelques lobbyistes, dont le président de la FIFA, quand je dis lobbyiste, on mettait des guillemets, afin de plaider un petit peu la bonne cause de la France vis-à-vis de son homologue rwandais. On sait que la FIFA a ouvert un bureau régional à Kigali il y a quelques années, que dans le même temps il y a eu cette inauguration en grande pompe de la rénovation du stade dans la capitale avec la présence de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, dont la fondation fait également des actes au Rwanda. Et on avait tout ce parterre, dont Gianni Infantino, qui on le rappelle, a vu son dernier mandat, sa réélection elle était où? Elle était à Kigali. Il a fait une comparaison, chacun ensuite jugera bon si elle était appropriée ou non, de dire que l'état de la FIFA était presque comme l'état du Rwanda après le génocide et que comme Kagame, il a réussi à remettre sur pied la FIFA comme lui a fait pareil pour le Rwanda. Donc c'était quelque part un peu un miracle et plein de mots qui plaisent au narratif de Kigali. Et quand on parle d'influence, comment ne pas évoquer Martin Ngoga, l'ancien procureur général du Rwanda, qui est désormais en charge de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA, c'est-à-dire l'un des organes de la justice sportive les plus importants dans le monde entier. Et le basket revêt peut-être encore plus d'importance que le football. Bien évidemment, il y a eu ses invitations, ses poignées de main au All-Star Game où Paul Kagame a fait plusieurs apparitions. Il avait également invité pour un match de play-off, je crois, de Golden State. Et il y avait quelques émissions clips où on le voit un peu tâter de la balle orange. Et depuis quelques années, il y a eu ce rapprochement direct avec Adam Silver, qui est le commissionnaire de la NBA, et Paul Kagame, avec, bien évidemment, l'aide du président actuel de Toronto, de la franchise des Raptors, M. Ujiri, qui a servi un petit peu d'intermédiaire. Au début, Adam Silver ne connaissait pas forcément Paul Kagame. Et il y a eu beaucoup de rencontres à Kigali et la rénovation de ce qu'on appelle, je crois, le petit stade à l'époque, qui a coûté à peu près 120 millions de dollars minimum pour le transformer dans cette Kigali Arena, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est la BK Arena maintenant, qui accueille aujourd'hui tous les playoffs de la Basketball African League, la BAL, qui est financée notamment par la NBA. Donc la NBA finance cette ligue africaine, dont toutes les phases finales sont à Kigali. Et on le rappelle, le sponsor principal est Visit Rwanda. Aujourd'hui, le contrat, ça va prendre entre 6 et 7 millions de dollars par an. Avant, c'était 2 ou 3 millions. Et dès que vous osez, admettons, faire quelque chose politiquement, vous allez avoir ce courroux-là. C'est-à-dire qu'une équipe du Burundi l'an dernier avait refusé de jouer avec les Méo Visit Rwanda. Alors c'était très politique, la fédération s'en était mêlée du Burundi et tout ça, sachant qu'on rappelle qu'il y a des tensions politiques entre le Burundi et le Rwanda. Ça avait provoqué l'exclusion de l'équipe burundaise et même une suspension de la fédération du Burundi par la Fédération internationale de basket qui avait présenté des excuses à Kigali. Dans le même temps, vous avez une dame, Claire Akamanzi. Cette dame-là, c'est l'une des plus importantes du Rwanda. Elle a été conseillère de Paul Kagame en matière stratégique et surtout, elle était au board de, je crois, c'était l'Hostivis de développement rwandais. Elle occupe aujourd'hui le poste de la responsable des opérations de la NBA pour la zone Afrique. L'ambivalence des relations entre la NBA et Paul Kagame touche absolument tout. Au niveau économique, au niveau politique, diplomatique, mais il y a surtout un cas qui est très marquant. C'est celui d'un dit opposant, Paul Rusesabagina, je dois peut-être mal le prononcer, qui était à l'honneur dans Hotel Rwanda. C'est un film qui reprenait une histoire réelle, puisque c'est ce monsieur qui a notamment permis de sauver plus de 1400 vies en 1994. Alors pour ça, il a été vu un peu comme un héros, sauf qu'au fil du temps, cette réputation s'est érodée à Kigali, il est devenu, on va dire, un opposant critique de Paul Kagame, et lorsqu'un avion
qu'il a pris a été détourné. Il a finalement renvoyé dans la capitale rwandaise. Il a écopé de 25 ans de prison pour des faits de terrorisme. Et à ce moment-là, sa famille, cabinet d'avocats, ont écrit à des gens liés à la NBA, notamment dans la franchise de San Antonio, à M. Bufford, qui, selon l'excellente enquête d'ESPN, a répondu tout simplement qu'il ne pouvait pas faire grand-chose parce que Paul Kagame est ami avec M. Ujiri, le président de Toronto, c'est lui qui l'introduit à Adam Silver, et qu'il y a des intérêts. Et qu'en termes de lobbying, on va clairement suivre la position de Kagame, donc du Rwanda. On rappelle que beaucoup d'ONG ont alerté la NBA, également d'autres organismes sportifs, sur les dérives, sur le fait que la liberté d'expression a été réduite, sur le sort de certains opposants et plein d'autres choses. À chaque fois, les institutions sportives internationales, dont la NBA, globalement, sont muettes. Mais ce cas est allé beaucoup plus loin, puisque le département d'État américain, plus tard, avait expliqué que les charges étaient évidemment infondées ou exagérées concernant ce monsieur. Des négociations ont donc démarré entre les États-Unis et le Rwanda pour une libération de cet homme qui finalement, après plus de 2 ans et demi dans les geôles de Kigali, retrouvera sa liberté et vit aujourd'hui à San Antonio. Mais un événement a été très frappant puisque Doc Rivers, un coach très connu, a un jour utilisé ses réseaux sociaux pour demander la libération. Il avait notamment utilisé le hashtag #FreeRussellSabagina. Et malgré ces demandes, malgré toute la visibilité d'un Doc Rivers, alors on ne lui en a pas tenu compte, il n'a pas eu de sanctions et tout ça, mais globalement, c'est resté lettre morte pour la NBA. Alors, quand on voit tous ces exemples-là, et ils sont très nombreux, on se rend compte que le sport aide le narratif d'un État et surtout à légitimer les actions de celui-ci. On peut dire exactement pareil avec les réformes de Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. On le voit que le volet sportif est très important. Pareil pour le Qatar, pareil pour l'Azerbaïdjan et tant d'autres pays à travers le monde. Le Rwanda se montre en pionnier de cela avec également 2 qualités. Premièrement, c'est qu'il a une capitale qui sert de carte de visite, parce que les gens ne vont pas aller dans l'arrière-pays, peut-être constater la pauvreté et un retard de développement, mais on a une capitale qui est très fonctionnelle, où il n'y a pas de déchets, ce qui est très important, très propre, et qui est capable d'organiser les plus grands événements du monde avec un standing de ce niveau. Ça plaît évidemment à tous les décideurs. Deuxième point, c'est que Paul Kagame tient en termes de sécurité et tout le reste, les projets également vont au bout. On parle de stabilité physique, on peut parler également au niveau économique à ce sujet-là. C'est-à-dire que le projet va toujours au bout. Les constructions d'arènes, d'un golf de 18 trous qui a coûté à peu près 16 millions, et même si certaines voix expliquent que peut-être cet argent serait mieux dépensé ailleurs, pour Paul Kagame et le Rwanda, ils permettent de légitimer un régime en place. On avouera qu'en temps de guerre, c'est quand même bien important d'avoir des amis aussi haut placés. Et à l'inverse, la République démocratique du Congo, éminent pays de sport, dont tout le monde se rappelle la diplomatie sportive de Mobutu, même des décennies plus tard, aujourd'hui, que voit-on? Il y a quelques semaines, il y a eu ce match pour les enfants de Goma, avec notamment le variété, tout cela à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui a été donné au final pour les enfants de Goma? C'est une question, mais surtout, pourquoi décaisser plusieurs millions de dollars pour un tel événement qui au final n'a aucun impact, si c'est peut-être enrichir les bourses de quelques-uns. Et c'est ça le plus dommage parce que le Congo a déjà montré, de par son public, de par sa passion, de par plein d'autres choses, ses structures, de par son intelligence, de par tous les gens qui peuplent ce pays, qu'il peut accueillir de grands événements. Le problème, c'est que bien souvent, c'est fait au détriment de l'intérêt collectif, mais simplement pour les bourses de quelques-uns. Bref, il y aura encore quantité de choses à dire, mais plus que jamais, la diplomatie sportive montre une chose, c'est qu'en temps de guerre, le sport est également une arme. Sur ce, keep the faith.